Bon bah c'est cool de se retrouver pour une nouvelle capsule. Ma petite caméra était tombée en panne de mémoire. Donc je vous ferai une petite capsule sur la mémoire. Et aujourd'hui c'est le sujet, c'est sur la conscience. La conscience et puis à quel moment on est dans la conscience en fait. Je pense que la conscience, on sait qu'on est en conscience des choses, de la vie, de son processus de développement, quand on devient totalement autonome et que les sauts de conscience, les prises de conscience viennent uniquement de soi et ne viennent plus d'un extérieur à soi-même. C'est au moment où il n'y a plus besoin d'enseignants, il n'y a plus besoin de coach, il n'y a plus besoin de guide, tout vient de soi. Bonjour. Bonjour. Bonne balade. Bah merci. Sympa les toutous et tout. C'est un petit peu la montagne ici, en rivière dorée et du Bonneau. Quand il n'y a plus besoin de guide, que l'on devient son propre guide intérieur, quand la prise de conscience est vibratoire dans son propre ressenti et qu'il n'y a plus besoin d'une validation extérieure. Il n'y a plus besoin de le prouver. Comme une certaine forme de certitude d'une information neuve qui vient de soi, qui vient de ses propres profondeurs. Et ce cheminement jusqu'à la conscience n'a rien à voir avec la spiritualité. De la même manière qu'il peut y avoir une certaine forme d'ambiguïté entre l'amour et la lumière, il peut y avoir une certaine forme d'ambiguïté entre la conscience et la spiritualité. Alors la conscience, autonome, m'a été expliquée en processus intérieur pleinement cet été. Et ça passe par une expérience de vie. Donc c'est pas un enseignement produit par je ne sais quelle source extérieure à soi-même. Non, c'est dans la réalité du quotidien, toute simple, qu'il y a l'œil intérieur qui s'ouvre d'une autre manière, avec l'explication du processus. C'est la conscience qui explique le mouvement de la conscience. Et ça part d'une expérience de vie, et puis ça part par nos ficelles, les manières de nous atteindre sur notre histoire, et puis sur les émotions. Alors le truc est arrivé de la manière suivante. C'est cet été, je me suis senti appelé par le fait de regarder des films de mon enfance. J'étais tout seul en vacances, Christine était partie avec les enfants, et pendant une semaine, ce que je fais jamais,
je me suis fait plaisir en me disant, bah tiens, je vais regarder des vieux films. J'ai une envie de retrouver des émotions, l'état dans lequel je pouvais être quand j'avais une dizaine d'années, en étant comme ça, dans un espace de sérénité. Bonjour. Où on se fait plaisir, où on lâche prise, comme on prend un bouquin, en s'évadant. Alors c'est extraordinaire parce que c'est en voulant s'évader que on rejoint la source. Et donc je me mets à regarder un film de Belmondo qui s'appelle L'Héritier, et qui est un film des années 70 que j'avais dû regarder quand j'avais une dizaine d'années. Et je suis plongé dans le film de Philippe Labro. J'adore ce film. Et j'ai adoré ce film quand j'étais enfant. Et à la fin du film, y a le héros incarné par Jean-Paul Belmondo qui meurt. Et forcément, c'est cinématographique, on en fait des caisses, c'est super beau. Donc il y a une mort qui est théâtralisée et qui nous envoie au tréfonds de nos émotions sur l'idée d'une disparition. Mais là, c'est la disparition de Jean-Paul Belmondo, c'est pas rien. C'est le papa qu'on aurait voulu avoir, c'est le héros, c'est le masculin viril, c'est celui qui réussit, c'est le charme, c'est la séduction, c'est la réussite, enfin il y a tous ces ingrédients que l'on voit tout à coup disparaître à la fin du film. Et je me suis mis à pleurer comme un bébé de voir Jean-Paul Belmondo mourir. Et puis je me reconnecte à l'enfant que j'étais, qui regardait le film et qui à ce moment-là, il y a peut-être une quarantaine d'années, n'a pas pleuré devant le film, alors qu'il aurait bien peut-être voulu. Donc je reconnecte avec cette libération émotionnelle qui n'avait pas vu le jour 40 ans plus tôt. Et en même temps, j'ai un flash. Et je sais, en regardant le film, que le comédien Jean-Paul Belmondo est en fin de vie. Et je connecte avec le fait qu'il va bientôt décéder. Donc là, forcément, c'est une expérience fractale sur l'idée de la mort. Et quelques jours plus tard, j'apprends comme nous tous son décès. Et il y a eu une interview de plein de personnes qui lui font des hommages, dont Jean Dujardin, qui a été une sorte de fils spirituel, pour qui Belmondo était un modèle sacré, un référent. Un référent en termes de jeu de comédie, mais un référent en tant que modèle d'homme dans la vie. Et à un moment, il y a Jean Dujardin qui est interviewé par un journaliste pour lui rendre hommage. Et il y a Jean Dujardin qui dit c'est malheureux parce que voilà, on est en train de perdre une figure, une idole, une icône. Et c'était quelqu'un qui nous apportait la vie en mieux avec son cinéma, avec sa manière d'être, son enthousiasme, sa joie de vivre, sa vie en mieux. Et là, quand j'entends ça, la vie en mieux, là, je connecte vibratoirement avec la grande illusion de notre société. Avec ce terme, la vie en mieux. Celle que j'avais rêvée pour moi-même, cette vie en mieux.
celle que j'avais espérée par mes chemins professionnels, mes chemins amoureux. Cette société en mieux, et cette idée d'une société cassée qu'il faudrait réparer, qu'il faudrait sauver, et surtout que l'on rêve. Une société que l'on rêve, que l'on imagine et que l'on théâtralise dans le cinéma. Donc dans des sphères psychiques, dans les romans, dans les livres que l'on écrit, cette vie en mieux. Donc ça a été le premier élément pour me montrer avec des mots cette dimension d'un archétype qui est la vie en mieux. Et ensuite, c'est l'intériorité qui me raconte l'histoire, qui me raconte le processus dans lequel nous sommes. Donc c'est une expérience intérieure de révélation pour me dire, je vais t'expliquer comment ça marche. Je vais t'expliquer ce qui se déroule autour de toi, dans ta perception et puis dans la société. Sur le fait depuis notre naissance, être en immersion dans ce bain de dualité qui est normal, qui est nécessaire. Bonjour. Et ce bain de dualité a un effet sur notre perception de la vie. Donc notre état originel, notre état naturel serait celui d'être en alignement de perception. C'est-à-dire que notre regard intérieur est centré, axé au niveau du troisième œil, et c'est lui qui regarde la vie. Axé, centré. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais lorsque l'on est plongé dans ce bain de dualité, notre regard est divisé en deux illusions. Et ces deux illusions, on les croit vraies. Donc notre regard n'arrête pas d'osciller entre ces deux illusions. Un coup à gauche, un coup à droite. Et on imagine l'une pour éviter l'autre. Donc j'imagine une vie en mieux pour éviter une vie en pire. Et ça, c'est totalement inconscient. Chapitre 2 sur la conscience. Ça demande du développement, ça demande du temps pour être dans les nuances d'intégration. Alors, quand on est baigné dans cette vie en plus ou cette vie en mieux pour échapper à cette vie en pire, on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. Et il y a de brefs moments où on en est extirpé.
à l'occasion de chocs dans la vie. Et ce sont ces chocs qui nous interpellent, qui nous réveillent parfois. Par exemple, s'il y a un décès dans nos vies, à l'annonce du décès, pendant le deuil, pendant l'enterrement, pendant tous les rituels, on est confronté à soi dans cette expérience de deuil, et puis on se retrouve quand même dans une sorte d'état second, déconnecté de notre quotidien, déconnecté de notre vie habituelle, par ce choc de la vie. Et pendant un bref moment de quelques jours, où on est apparemment en déconnexion, c'est paradoxalement à ces moments-là où on était dans la conscience. C'est pour ça qu'on a, à l'occasion de ces chocs, parfois des résolutions de changement de vie, des prises de conscience, de désirer vouloir aller à l'essentiel. Quand on voit que les autres partent de l'autre côté, on se pose parfois des questions et on remet en cause son quotidien. Et cet état hypnotique, apparemment hypnotique, de décollage par rapport à notre réalité, on veut tout de suite le quitter. Alors qu'on est dans la conscience, on veut revenir très très rapidement à notre vie confortable de tous les jours, sans savoir que on rebaigne dans nos illusions de la vie en mieux pour éviter la vie en pire. À l'occasion d'un burn-out, à l'occasion de maladies, tous ces chocs qui font que on est conduit vers nos introspections et à la remise en cause de ce qui fait notre quotidien, notre vision sur la vie. Ce qui est difficile, c'est de se rendre compte de la puissance de notre pénétration dans ces deux illusions qui coexistent simultanément. C'est-à-dire, si quelqu'un se casse les figures, on va s'inquiéter, on va regarder la personne et puis on va lui dire « Oh là là, tout va bien, t'aurais pu te casser la jambe. » Eh bien, t'aurais pu te casser la jambe, c'est la vie en pire. Celle qui est dans notre inconscience, mais qui est toujours présente. Donc c'est notre désir de vouloir être riche pour ne pas être pauvre, de vouloir être en bonne santé pour ne pas être malade. Donc santé, maladie, riche, pauvreté. On n'arrête pas de faire des allers et retours de ces deux perceptions que l'on croit être la vie, puisque nos interprétations dans ces deux illusions conditionnent les manifestations de ce que l'on crée dans la matière. Donc notre société de consommation, les produits que l'on crée, que l'on consomme, viennent nourrir ce désir de la vie en mieux. Les films que l'on regarde, les livres, aller au cinéma, au théâtre, au spectacle, tous ces créations, tous ces lieux où on va nourrir ce besoin d'être constamment dans cette vie en mieux, où on est très soucieux des détails, où on sacralise les stars, la cosmétique, on sacralise tout vers une certaine forme d'excellence,
d'orchestration d'un plus beau, d'un mieux, d'un plus riche, d'un plus en sécurité. Plus, tout le temps. Et ça nous paraît naturel. Ça nous paraît une évidence totale. On ne peut même pas la remettre en cause. Pour éviter la vie en pire. Celle de toutes les peurs, forcément, légitime. Ce qui fait que notre regard n'est pas centré, notre perception de la vie n'est pas centrée, elle est toujours à gauche ou à droite. Notre regard est déporté vers la vie en mieux, comme ça, pour éviter la vie en pire, comme ça. Mais on n'est jamais comme ça. Donc cette vie en mieux, forcément, ce sont nos études, ce sont toute cette orchestration du personnage de vie, qui va être une belle personne, dans un environnement qui sera le mieux pour lui. Donc pendant un moment dans nos vies, nous, on nourrit le personnage, dans cette quête du mieux, à la fois dans le plan de nos réalités et dans ce mieux qui est un univers psychique. Dans nos intériorités, on a la mémoire constante des films qu'on a vus, des imaginaires que l'on a portés, des rêves qui s'articulent autour de cette vie en mieux. Toutes ces chimères de représentation que l'on pense être des objectifs, des choses à atteindre, mieux que la réalité, parce que la vie est cassée, donc il faut que ce soit mieux. Et tout le monde est dans cette quête, pour beaucoup, en espérant que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Donc la projection vers les oracles, vers qu'est-ce qui va bien se passer demain, pour être dans le contrôle de ce qui va se passer. Et puis, quand on a un petit peu éclairé pour soi-même cette vision du personnage qui trouve les limites de cette société de consommation, qui tout à coup se dit tout ça c'est peut-être artificiel, on se plonge dans un chemin éventuellement d'éveil de conscience, de spiritualité. Et là aussi, on veut une vie en mieux. Donc on veut une vie en mieux où on va mieux vibrer, où on va atteindre des sommets de révélation meilleurs, où il y aurait une autre forme de son état d'être, un état vibratoire à atteindre, un accomplissement. Ce sera mieux quand je serai à tel niveau. Ce sera mieux quand j'aurai atteint l'état de mes mentors. Ce sera mieux quand. Donc là, il y a une grosse ambiguïté, parce que l'on considère qu'il pourrait y avoir une fusion entre l'idée que je me fais de la vie, la manière dont elle se manifeste, donc le lien entre pensée, manifestation, création, et tout ça est fait exprès, tout ça est un chemin de conduite sur cette idée de je vais me réparer, je vais me soigner, je vais me guérir, je vais me libérer dans ce champ spirituel de cette vie en mieux dont je n'ai pas conscience, pour éviter la vie en pire. Alors la vie en pire du champ de la spiritualité, là c'est pas ne pas être riche, c'est tous les démons qu'on s'invente, réels, irréels, peu importe,
Ça devient les égos, ça devient les croyances limitantes, ça devient des entités de l'invisible, donc il faut se protéger, qui nous empêchent vers ils nous empêchent d'évoluer, les vilains méchants. Donc on se victimise, comme s'il y avait des forces opposées à mon développement. Donc c'est toutes les chimères de l'invisible et tous les champs psychiques, mais qui nous paraissent des réalités, puisque on peut regarder des vidéos sur des démarches de thérapie en hypnose régressive. Il va y avoir des collections de livres sur les archontes, sur les ovnis, donc c'est du réel. C'est la vérité cachée pour certains, sans se rendre compte que non, tout ça, c'est le monstre de la vie en pire. Celle qu'on veut éviter. Celle qu'on nourrit aussi. Et il y a un moment où on dépasse ce clivage de dualité, dans cette vie en mieux et cette vie en pire, à la fois dans le personnage et puis dans l'idée d'être une bonne conscience d'un chemin spirituel. Tout ça, ça explose. Tout ça, ça saute parce que vu. Parce que libéré de ses propres mémoires. Explorer totalement. Pour un moment se dire, ou se rendre compte, non, en fait, c'est toujours pas là que ça se passe. C'est-à-dire de se rendre compte d'être dans un bain d'illusions et de le voir. Et il y a un moment, on se dit, ça ne m'intéresse plus. C'est un sujet qui ne m'intéresse plus. La conscience n'a que faire de l'idée que je me fais de mon développement spirituel. C'était juste un processus. C'est un processus qui passe par mon regard sur la vie extérieure, mon regard sur la vie intérieure, mon regard sur les pensées, l'idée que je me fais des pensées, des croyances et des interprétations, qui sont des fils conducteurs de la vie, des petits cailloux blancs, pour me faire aller petit à petit vers ma conscience. Donc non pas l'idée que je m'en fais, mais un ressenti intérieur. Donc de ce passage de les interprétations des idées pour comprendre que à un moment je me pensais peut-être le pilote de ma vie. Donc j'étais observateur de mes pensées, observateur de mes rêves. Et puis je deviens de plus en plus observateur de mes intuitions, observateur de ce flux de pensées intérieures qui au départ se compare aux autres. Et puis un flux de pensées qui devient de plus en plus autonome, de se sentir irrigué par des pensées qui ne sont pas les miennes, mais qui m'enseignent, qui me mettent à voir ce qui se passe en extérieur à moi-même et dans mon intériorité aussi. Donc je passe de la vie intérieure, aux idées, et les idées me conduisent à l'esprit et à ma conscience. Donc, le jour où je me suis ressenti en conscience, c'est quand j'ai dévoilé pour moi-même ma vie en pire, ma vie en mieux, que je les ai totalement observés et que je m'en suis, d'une certaine manière, détaché, libéré,
observer. C'est là, mais ça se passe encore ailleurs. Donc se voir faire l'inventaire intérieur de tout ce que je croyais être la vie, d'en faire l'inventaire, de le voir et de comprendre le mécanisme. Ok. Mon regard oscillait entre ces deux illusions. Bonjour. Et après, il se passe un phénomène nouveau. C'est que tout à coup, je ne porte plus d'attention dans mon champ de vision entre cette vie en pire et cette vie en mieux. C'est plus mon sujet. Donc je fais le nettoyage de mon regard, je le vide de toutes ces dimensions, et là, mon regard devient centré. Il n'est plus dans l'agitation. Il est centré. Et la perception qui m'est apparue comme une évidence, une perception ressentie, c'est un petit peu comme... enfin, c'est pas comme, c'est... comment dire, dans mon champ de vision, il y a... je sais pas si vous connaissez ça, des petits corps flottants. Donc ça, j'ai compris que c'était une petite école initiatique aussi dans nos symptômes de vie, pour que je puisse porter mon attention à mes yeux, à mon regard et à leur structure organique. Donc dans le corps vitré, le liquide qui est à l'intérieur de nos yeux, bah avec l'âge, ou pas d'ailleurs, il y a des petites parties de notre rétine qui se détachent, et puis ça crée des petits corps flottants. Ce qui fait que de temps en temps, on peut avoir l'impression qu'il y a des mouches dans le regard, qu'il y a des choses qui nous perturbent et qui troublent la vision. Et là, dernièrement, j'ai compris. J'ai compris ce que ça voulait dire pour moi, ou en tout cas... ma conscience a pris cette référence pour m'expliquer le processus. Pour me dire que pour voir à travers mon regard, il fallait qu'il soit épuré, il fallait qu'il n'y ait plus de scories, et il fallait qu'il n'y ait plus ces illusions de la vie en mieux et de la vie en pire. Si mon regard est transparent, à ce moment-là, il devient une... c'est pas moi qui le provoque, ça se fait tout seul. Il devient un hublot, une fenêtre, par laquelle peut regarder une autre dimension de moi, qui est toujours la conscience, mais qui est plutôt, je dirais pas une conscience augmentée, parce que je trouve ça ridicule, c'est plutôt l'inconscience, qui sait tout de moi, qui sait tout de la vie, qui peut regarder par mon regard devenu transparent et me permettre de voir la vie avec la vision de la conscience et non plus celle des illusions. C'est pas forcément
permanent, parce que sinon ce serait insoutenable. Ça permet, ou ça invite, c'est un processus qui se fait naturellement, à ne plus porter un regard de polarité sur la dualité. C'est comme ça, c'est notre terrain d'apprentissage, et on vient ici pour baigner et pour avoir cette fragmentation de regard. La Terre sert à ça. La Terre sert à diviser notre regard, pour nous inviter à aller vers notre intériorité et à travailler sur l'observation de nos pensées et l'observation de la manière dont on polarise les choses. Bien, pas bien, ça me plaît pas. Pour à un moment être dans cet état où je l'appellerais même pas d'unité ou de neutralité, parce que c'est encore une fois comme une sorte d'objectif à atteindre. C'est juste qu'à un moment on se dit je vois, je comprends le processus. Donc c'est une libération pour soi-même, et en même temps c'est très exigeant dans la continuité d'un chemin en solitude. Parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui perçoit ce bain dans les illusions. C'est pas fréquent. Donc c'est très difficile de l'échanger, de le partager. Et tout ça est fait exprès aussi. C'est un processus qui doit se faire seul, sans mentor, sans guide, sans coach, seul. C'est-à-dire que l'éveil de conscience, le saut de conscience, ne peut être fait que par notre propre conscience qui regarde notre conscience. C'est une boucle intérieure. Et cet été, je l'ai vu, cette boucle intérieure, en moi. J'ai vu la conscience se regarder dans mon hublot. Et là, je me dis, waouh, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Je sais pas. C'est encore une mort et renaissance. Comment vit-on quand on observe autour de soi la majorité des personnes qui baignent dans leurs illusions de dualité, et c'est normal, c'est fait pour ça. Et tout d'un coup, pour soi-même, la vie est une vie à 3 dimensions, c'est-à-dire que j'observe toujours la vie en pire, j'observe la vie en mieux, et j'observe la vie avec la conscience. Donc, c'est pas le flow attendu, c'est pas l'équilibre attendu, la neutralité de paix. Encore une fois, c'est plus exigeant. C'est j'observe tout d'une manière différente et je peux pas m'en détacher, je peux pas m'en extraire. Le fait d'avoir compris va pas faire que de manière magique, je vais arriver dans un autre univers, un autre monde où ça va baigner d'amour. C'est pas le sujet et on n'est pas là pour ça. Ça c'est difficile à intégrer, mais non, c'est pas le sujet. Donc quand cette notion cette perception de conscience est intégrée en soi, quelle palette on joue pour soi-même, quand il n'y a plus rien à protéger, à contrôler, à défendre, à promouvoir, quand il n'y a plus de posture
de coach ou de thérapeute ou d'éveilleur spirituel à tenir quand on s'est débarrassé de tout ça. Donc j'ai envie de dire bienvenue au prochain level. Voilà. Merci.